voudrais reprendre tout à fait dans la ligne de ce qui a été dit, notamment par Enrico Letta tout à l'heure et par vous-même à l'instant, notamment sur cet aspect d'imaginaire, et reprendre les choses à partir de cette articulation des États-nations, avec finalement une idée forte, c'est que dans la situation actuelle du monde, l'État-nation est une dimension absolument incontournable, mais parfaitement insuffisante pour faire face à un certain nombre de réalités qui sont celles d'aujourd'hui. Avec évidemment cette dimension du personnalisme, l'homme, tous les hommes, le tout de l'homme, qui est évidemment au centre de tout. Et toute la question du rapport de l'Europe à la puissance et à la conflictualité, qui a été posée d'ailleurs tout à l'heure à la fin de la première table ronde qui nous précède. Alors, comme évêque aux armées françaises, je suis extrêmement conscient du fait qu'il s'agit d'abord d'outils de puissance au service de la paix, et que ce sont des forces qui sont là pour contrecarrer la violence. Quel est le constat d'aujourd'hui? C'est que nous sommes dans un monde de réarmement général, avec une modernisation et un renouvellement des capacités militaires et des vecteurs chez tout le monde. Nous sommes passés de la domination de 2 blocs à une multiplicité d'acteurs, multiplicité d'intérêts, multiplicité de tensions, avec une fragilisation des structures étatiques au profit d'acteurs non étatiques. Avec une tendance croissante à ignorer les principes les plus fondamentaux du droit international, un effacement douloureux du rôle des Nations Unies et une tendance générale à l'affaiblissement du multilatéralisme. Ceci s'accompagne, dans notre réalité européenne, d'un sentiment fort d'humiliation de la Russie à la suite de l'entrée des pays baltes et du trio Pologne, Hongrie, République tchèque. C'est un point important à considérer, à prendre en considération pour un État qui a beaucoup à voir avec l'Europe. Il y a ce retour sur le devant de la scène de la Russie, avec l'annexion éclair de la Crimée en 2014, avec la crise ukrainienne et avec l'intervention en Syrie. Et puis nous sommes globalement, à l'échelle de la planète, sur un retour de logique de puissance et d'empire, l'empire russe, l'empire turc, l'empire ottoman, l'empire perse, l'empire chinois, l'empire américain. Ça a été évoqué, je le redis d'un mot, cette rivalité croissante entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Et entre les États-Unis et la Chine, nous voyons bien que chaque État-nation européen pèse bien peu. Nous avons aussi cette question de la distanciation stratégique entre les États-Unis et l'Europe. C'est toute la question de l'avenir de l'OTAN. C'est un sujet de long terme sur lequel le président Trump ne fait que mettre l'accent sur une réalité déjà bien présente. Il faut souligner aussi les nouveaux enjeux, milieux de confrontation, qui sont notamment le cyberespace et ce qu'on appelle l'espace exo-atmosphérique. Souligner les moyens d'action démultipliés dans le champ de l'information, Internet, les réseaux sociaux, la propagande numérique, qui permettent d'agir à distance en s'affranchissant des distances entre l'intérieur et l'extérieur des États-nations. Permet aussi de s'affranchir des séparations traditionnelles entre temps de paix, temps de crise et temps de guerre. Et pour avoir dans ma besace également les services de renseignement, je peux vous dire que nous sommes en situation de tension permanente. Toutes les grandes questions les plus contemporaines, la démographie, l'eau, l'air, les ressources naturelles, le climat, la biodiversité, les biodata, le numérique, nos téléphones portables, ne connaissent pas les frontières, ni les États-nations, pas plus que les logiques d'empire. Et donc nous sommes dans une situation où tout est lié comme jamais, et cela, Enrico Letta l'a souligné d'une manière magnifique. Et pour appréhender cela, il faut partir d'une analyse rationnelle, d'une nature politique, géopolitique, militaire, économique, technologique, diplomatique, juridique, scientifique, historique, culturelle, avoir une approche globale, holistique. On ne peut pas séparer les choses en séquençage. Il faut avoir une approche globale. C'est essentiel. Alors cette réalité des États-nations, elle est donc à articuler sur un registre plus vaste. Les États-nations n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Il n'y a pas de gouvernance internationale autre que celle qui résulte de la coopération entre les États-nations. Au sens général, les relations internationales ont toujours été de l'ordre du désordre, pas du chaos. Et un ordre serait peut-être pire que tout, car aux mains de qui serait cet ordre?
Ce sont, si cet ordre était aux mains d'X ou d'Y, nous n'aurions plus des armées, nous aurions une police. Ce sont les États-nations qui sont les mieux outillés pour gérer les désordres et réguler les mouvements. Et il s'agit de dégager des principes universels de dignité, de transcendance, de la nature humaine, de la fraternité, de la justice, de l'équité, du respect de la planète et des ressources naturelles. Or, encore une fois, les États-nations n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, ce qui se traduit par le terme de partenaires. Ils sont dans des logiques de puissance et de domination, avec un total cynisme de certains États, imposant leur hégémonie et ne voyant que leurs propres intérêts, dans une logique de pur rapport de force. Il s'agit d'offrir ici, pour nous, un chemin de lumière et d'espérance. Il s'agit de savoir comment on peut progresser vers un monde plus juste, plus confiant, plus fraternel. Et c'est toute la démarche du pape François, avec 4 principes fondamentaux issus d'Evangelii Gaudium. Le premier, qui n'est pas lumineux à première audition, le temps est supérieur à l'espace. C'est le temps long des processus. Rien ne se fait dans l'immédiateté. Rien ne se fait dans une dimension de pouvoir, de pulsion immédiate. L'œuvre de l'Europe est une œuvre de long terme, c'est une œuvre séculaire, elle est entre nos mains, elle est essentielle, elle a à poursuivre dans le temps long. Deuxième principe, l'unité prévaut sur le conflit. Ça semble une forme d'évidence. Troisième idée, la réalité est plus importante que l'idée. Voilà qui nous libère de toute idéologie et idéologisme. Et dernière affirmation, à réfléchir, le tout est supérieur à la partie. Invitation à avoir encore et toujours une approche holistique et globale. Alors ça nous renvoie à la question, quels sont les principes transcendants? Comment, comme dit Régis Debray, faire d'un tas un tout? Qui est prêt à mourir pour les communautés européennes? Quel est le chef d'État qui est en nature d'envoyer ses forces spéciales pour les engager sur une valeur qui mériterait de donner sa vie? État-nation, il y a bien une analogie forte entre la nation et la personne. Au centre de tout, il y a la personne humaine qui se construit au sein de la famille avec une articulation en une série de corps intermédiaires. Ce qui aboutit à la formation de nations particulières. Comment comprendre et vivre ces différences? Jusqu'où sont-elles fondatrices? Ne convient-il pas d'aller plus loin et plus profond? Et c'est ici que l'histoire de l'Europe, depuis 1945, est ici tout à fait essentielle et constitue une forme de modèle qu'on aimerait positivement se voir déployer à l'échelle de la planète. Si l'ensemble des pays du monde acceptaient de mettre en commun, comme l'ont fait les 28 aujourd'hui, un certain nombre de considérations qui leur sont et à l'évidence partagées, ce serait un progrès phénoménal dans l'histoire de notre planète, dont nous réalisons plus que jamais qu'il s'agit non pas d'un objet mais d'un sujet, et que nous sommes tous partie prenante de la manière la plus évidente de ce qui se passe à chaque endroit du globe. Cette Europe potentiellement phare, et dont nous avons la charge, c'est d'abord une civilisation. Et ça a été évoqué tout à l'heure par Shibeb Nasrer, cette confrontation fructueuse entre Jérusalem, Athènes et Rome, entre la religion de la Bible, la religion grecque et le droit romain, et Averroès pour sa part. Cette matrice s'est révélée si libératrice qu'elle a eu un impact universel. Vue de l'extérieur, l'Europe reste un rêve de paix, de prospérité et de protection sociale. Pour beaucoup, un passeport européen demeure une sorte d'assurance-vie. C'est une sorte de terre promise pour tous les damnés de la terre. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. La question de l'Europe n'appartient pas d'abord aux politiques, pas plus qu'elle ne date de la mise en place, avec la communauté du charbon et de l'acier en 1950 ou le traité de Rome en 1957, du long processus qui conduit aujourd'hui à l'actuelle Union européenne, communauté européenne. Dans son début moderne, l'Europe, ou plutôt l'homme européen, ne se définit plus par des critères géographiques, linguistiques, nationaux ou univoquement religieux, mais par une revendication
à l'exercice de la rationalité dans toute son universalité. Et par conséquent a aussi la charge de répandre universellement cette raison universelle. L'Europe se comprend comme le continent de la raison, sa maison mère, son point fixe dans le monde, et donc en conséquence comme justifiée à la répandre sur les autres parties de la Terre, voire à l'y imposer au nom de son universalité constitutive. Erasme définissait l'esprit européen par le libre arbitre, la tolérance, un État proportionné aux besoins des citoyens et la protection des faibles. L'Europe vue de l'intérieur, c'est une conscience qui s'interroge et se voudrait un espace privilégié de l'espérance humaine, refusant les fanatismes et s'appuyant sur la raison. Or, l'Europe devient indéfinissable, faute de pouvoir assumer son esprit sur une raison vraiment universelle et première. Il ne reste plus aux responsables politiques qu'à se rabattre sur ce qu'ils pensent comprendre et croient contrôler, la finance et l'économie productiviste. En croyant se construire, l'Europe risque de se fourvoyer dans un instable conglomérat d'États, même plus nationaux. Aujourd'hui, l'Europe est certainement une communauté d'intérêts, largement une communauté de valeurs, mais comme l'a magnifiquement souligné Chieb Nasrer, il faut encore que je fasse des progrès dans la prononciation de votre nom, ça va venir très vite. Je vous en veux pas. Ce n'est pas du tout une communauté d'imaginaire. Ce point que vous avez souligné est absolument décisif. Nous assistons aujourd'hui à une forme de tabou sur l'identité nationale, après le traumatisme du nazisme et de la décolonisation. Beaucoup se défient à juste raison des identités meurtrières, au risque de laisser le thème de l'identité aux seuls anti-européens. Or, les identités menacées sont toujours en recherche d'appartenance religieuse, ethnique ou nationaliste. L'Europe, c'est l'unité dans la diversité, avec une articulation intime et spécifique à chaque nation de la culture et l'économique et du politique. Quelle que soit la force du rêve européen, l'Europe ne se construira pas contre les États-nations tels qu'ils sont aujourd'hui. Et la question, c'est bien celle de la transcendance. Il y a dans les armées ce lien décisif entre le corps, l'âme et l'esprit. La cohérence, source de cohésion, liée aux sciences et à la conscience, qui appelle la transcendance. Si on n'est pas dans la cohésion, on est dans la désintégration. Et dans les armées, si on n'est pas en cohésion, on est mort. Les régimes démocratiques et politiques les régimes démocratiques en politique sont aussi bien que les économies de marché ont besoin d'une culture morale partagée par tous, enracinée dans les vérités sur l'homme et sur la société, qui peuvent être connues par la raison, si l'on veut que la démocratie et le marché conduisent à un authentique épanouissement de l'homme. Avec Jean-Paul II, on peut constater que l'Europe souffre d'un malaise spirituel, d'une fragmentation diffuse de l'existence, se manifestant dans de graves incertitudes dans les domaines culturels, anthropologiques, éthiques et spirituels. Ce qui est frappant, c'est l'impuissance de l'Europe à se donner un avenir au sens le plus élémentaire, c'est-à-dire celui de la démographie. La plus grande urgence, peut-être, à laquelle est affrontée l'Europe, c'est un besoin accru d'espérance, capable de donner un sens à la vie et à l'histoire, et d'aider à marcher ensemble. Que faire ? Le cœur de l'affaire se situe sur le registre de la culture, et d'une culture contemporaine touchée par une forme de nihilisme, ce qui conduit à penser que notre siècle, le XXIe siècle, en Europe, sera marqué par une forme d'alternative entre l'être et le néant. Sur ce sujet, il n'y a rien de plus éclairant que de lire Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François, invitant l'Europe à se réveiller, à retrouver la sève de ses racines, le sens de la transcendance, au risque de tomber dans une forme de vieillesse stérile. La culture européenne, le projet européen doit avoir à son centre la culture. Faute de conscience européenne, on court vers la désintégration. Toute l'histoire européenne a été de bâtir l'unité dans la diversité, avec pour socle le christianisme et les Lumières. Et en un certain sens, comme le souligne Philippe Herzog, la civilisation européenne a précédé la civilisation nationale.
La question du rapport à l'autre, et je conclus ici, est ici centrale. Spécialement du rapport aux plus vulnérables, dont la magnifique image de Jean Vanier est pour nous la plus explicite. C'est le drame lorsque les droits de l'homme sont seulement considérés comme mes droits à moi, et quand la démocratie est considérée comme la gestion de mes intérêts individuels. C'est ici toute la question du bien commun, qui est beaucoup plus que la somme des biens individuels. C'est toute la question de la gouvernance internationale. Comment est-ce que des États-nations peuvent s'assembler avec un principe transcendant qui fait de déployer une authentique fraternité et un bien commun qui véritablement dépasse l'intérêt particulier de chacun? On est au cœur de la question. Il s'agit de mettre l'homme au centre du travail, de l'économie, de la finance. Il s'agit de reconnaître l'autre, et la transcendance s'impose à moi par le visage de l'autre. Il s'agit de faire œuvre de raison, de travailler au bien de tout homme, de tous les hommes, en un humanisme de corps et d'esprit, de justice et de paix, d'immanence et de transcendance, accueillant l'incontournable réalité de notre monde. Au cœur du monde, il y a l'homme, animé par la seule dimension qui lui soit essentielle, c'est l'amour. Toute la question est ici de bien comprendre ce dont il s'agit, et le français d'une pauvreté radicale pour nous aider à entrer dans cette réalité. Si l'amour n'a qu'un mot en français, il en a trois en grec. Eros, philia, agapé. Eros, c'est l'amour-pulsion, c'est l'amour qui prend, c'est la puissance qui se lâche, c'est tout simplement la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est le suicide de l'Europe. C'est le drame absolu du nihilisme, c'est le délire des États-nations, c'est l'éradication de l'autre, c'est la bestialisation de celui qui me fait face. C'est le drame le plus complet. Et nous sommes, dans le projet européen, sur les ruines de cet Eros véritablement démoniaque où l'homme se détruit en détruisant son frère. D'une certaine manière, depuis 1945, l'initiative de l'Europe, nous ne savons que trop, à cette dimension chrétienne de ses pères fondateurs, mais elle s'est construite dans un élément de pragmatisme, avec l'idée que le commerce commencera à établir des relations qui nous aideront à rentrer en dimension de fraternité. Nous sommes dans la filia. La filia, c'est l'intérêt bien compris. C'est du gagnant-gagnant. Je te prête, tu me prêtes. Je t'invite à dîner, tu m'invites à dîner. Je te fais un prêt, tu me fais un prêt. Je ne te fais pas de mal, tu ne me fais pas de mal. On est sur un registre de bon sens. Et on essaye d'équilibrer la balance commerciale entre la France et la Belgique. Pas toujours facile avec la qualité de vos moules. Bon. La question, c'est que ça marche tant que ça marche. Et que le jour où vous n'avez plus de moules à nous proposer, on est mal. Et la vision chrétienne de l'amour, c'est celle de l'agapé. L'agapé, c'est le don sans retour. C'est ce qui fait la joie du bonheur conjugal que vous connaissez tous avec la plus haute intensité. C'est ton bonheur qui fait mon bonheur. C'est ta joie qui fait ma joie. Je suis tout entier tourné vers ton visage épanoui qui remplit le mien d'allégresse. Vous vivez ça au moins quelques heures par mois. Mais c'est bien ce que nous sommes appelés à vivre. Et nous voyons combien la dimension spirituelle, de sens, de conscience, la dimension religieuse d'un projet qui nous élève, qui nous transcende, qui nous porte, doit venir de la dimension religieuse dans le plein respect de la distinction essentielle qu'est la laïcité entre le politique et le religieux. Mais sans doute un des drames vient de cette dimension d'effacement pendant plusieurs générations du religieux, là où la pleine consistance de la liberté de conscience, de la liberté politique et de la démocratie, c'est dans la saine articulation. Comment voulons-nous construire une réalité où il s'agit simplement d'un partage d'intérêts ? Il s'agit de partager un but, il s'agit d'avoir une vision, il s'agit de grandir ensemble, et il s'agit, comme le pape François le dit de la manière la plus belle et la plus forte, de réaliser combien l'Europe est dépositaire d'un trésor, et que ce trésor ne portera du fruit qu'en tant qu'il est offert aux autres dans une dimension d'authentique gratuité. Nous ne vivrons en paix dans les générations qui viennent que dans la mesure où nous créerons un monde de justice authentique sur cette planète. J'étais lundi encore en Afrique à Abidjan, des inégalités qui sont à hurler. Quand on vous explique que quand quelqu'un vient à la porte d'un hôpital et qu'il n'a pas l'équivalent de 500 € dans la poche, il meurt à la porte de l'hôpital, et que vous voyez devant passer des grosses Mercedes, des quelques pourcents qui sont ultra favorisés, vous vous dites qu'on est dans un monde de fous. Mais ce monde de fous, il se réplique sur d'innombrables registres. Nous sommes dans un monde où les inégalités sont de plus en plus fortes, de plus en plus tragiques.
Nous sommes en train de... Nous venons d'une période où nous avons bousillé cette planète d'une manière absolument ahurissante. Si nous ne portons pas ensemble un projet commun, si nous ne portons pas ensemble le projet de l'autre, le souci de l'autre, si l'Europe ne fait pas de l'autre, et notamment de l'Afrique, son prochain, le plus évident et le plus essentiel, alors nous mourrons tous dans un tragique d'une violence que nous aurons suscitée. Et donc il y a un véritable appel des consciences que l'Europe se doit de déployer. Ce n'est que dans l'agapé, ce n'est qu'en visant l'agapé, parce que nous retombons au quotidien dans la filia, parce que nous retombons au quotidien très vite dans les intérêts bien compris, mais si nous ne sommes pas portés par un souffle qui nous donne de le dépasser, nous mourrons tout simplement dans un matérialisme asphyxiant et dans une absence totale de perspective, là où la vie est appelée à se déployer de la manière la plus belle et la plus forte à mesure que nous la partageons. Merci de votre attention.